Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle séquence sur la ville, sur les représentations de la ville. Et le titre de cette séquence, c'est comment la ville nous raconte-t-elle. Alors on va voir plus en détail qu'est-ce que ça peut vouloir signifier. Je vous invite à noter ce titre sur une nouvelle feuille que vous mettrez dans une nouvelle section de votre classeur, puisque c'est une nouvelle séquence. Quels sont les objectifs de cette séquence? Alors d'abord, il y a des objectifs de culture littéraire et de culture artistique. C'est-à-dire, ça va vous apprendre des choses. Normalement, on va découvrir de nouvelles choses sur la représentation de la ville. Comment les artistes, les écrivains, représentent une ville et pourquoi ils le font. Pourquoi ils prennent du temps à décrire une ville, à la peindre, à la présenter dans tout un tas de détails particuliers. Alors d'abord, on va voir en fait en quoi les villes sont le reflet des hommes qui y habitent. C'est-à-dire que le simple fait de décrire une ville, de la présenter, d'en prendre une photo ou de la peindre, ça nous permet d'imaginer comment les hommes qui y habitent ont évolué, comment ils vivent au quotidien, ce qu'ils pensent même, et ce qu'ils ressentent. La ville, en fait, c'est le reflet des hommes et des femmes, évidemment. On va voir aussi comment les écrivains et les artistes dépeignent la ville pour dépeindre ses habitants, hein. C'est la même idée, c'est-à-dire le fait de parler de la ville, ça parle aussi des habitants. On va voir ça plus en détail dans un instant. Voir comment la description d'une ville peut créer une atmosphère particulière. Une atmosphère de détresse, une atmosphère de solitude, hein, si vous avez des grandes places vides, une atmosphère un peu stressante, une atmosphère angoissante. Voilà, tout ça, ça peut être créé par la façon dont on présente la ville. Percevoir les liens entre la ville et l'histoire que l'on veut raconter. Donc effectivement, si on veut raconter une histoire d'horreur, on va présenter une ville particulière. Peut-être que les choses s'y passeront plutôt la nuit, que les ruelles seront désertes. Si on veut raconter une histoire de découverte et de rencontre, on parlera peut-être d'une ville très bruyante, où il y a beaucoup de vie, où il se passe énormément de choses. Voilà, la ville sera en rapport avec l'histoire qu'on veut raconter. Il y aura évidemment aussi des objectifs de langue, on va travailler en particulier sur le lexique, c'est vraiment l'occasion ici de revoir certains adjectifs, des noms, d'en apprendre de nouveaux, dans le but de rendre une ambiance particulière, de décrire une ville particulière. On reviendra sur certaines figures de style comme l'énumération, l'accumulation, justement pour décrire une ville. Et puis on approchera la phrase complexe, c'est-à-dire on verra ce que c'est qu'une phrase complexe par opposition à une phrase simple, pour s'en servir toujours de la même manière dans le but de décrire une ville de la manière la plus précise possible et la plus intéressante possible. Cette première séance, on va la commencer maintenant. Et j'ai voulu faire une vidéo justement parce que ça sera une séance d'analyse d'image et c'est plus simple de le faire sous forme de vidéo. Alors la première question qu'on va se poser, c'est comment représenter la ville du futur et que disent les représentations qu'on va voir sur la ville du futur. Alors, j'ai pris plusieurs exemples. Le premier, ça sera un exemple tiré du film Metropolis, qui est un film de 1927. Donc vous allez voir, c'est assez impressionnant, c'est un film très ancien quand même, 1927, on est au tout début du cinéma, on est en tout cas à peu près 30 ans après la création du cinéma, dans un cinéma qui est toujours muet, toujours en noir et blanc. Et le réalisateur ici, Fritz Lang, parvient à des effets spéciaux qui sont extrêmement impressionnants. Il fait quelque chose qui est de l'ordre du blockbuster à une époque où personne ne fait ce genre de choses, est incapable de faire ce genre de choses. Alors ici, dans l'extrait que nous allons voir ensemble, il va falloir être attentif à tout ce que le réalisateur a voulu mettre en avant pour présenter cette ville du futur. Les lignes verticales, les lignes horizontales, les différents moyens de transport, les lumières, et tout ce que cela révèle sur les habitants de cette ville. On va regarder ça ensemble. Vers la nouvelle tour de Babel, vers mon père. Voici la ville, la nouvelle tour de Babel. Plutôt la nouvelle Babel. La tour, on va la voir dans un instant. Donc
soyez attentifs aux lignes horizontales, aux lignes verticales, à tous les moyens de transport qu'on voit, à ce qu'on peut imaginer de cette ville en la voyant ainsi. Voilà, qu'est-ce qu'on peut imaginer de cette ville, qu'est-ce qu'on peut imaginer de ses habitants en voyant ce genre d'image? Qu'est-ce que ça dit d'une ville moderne, d'une ville du futur? Alors vous avez peut-être eu le temps d'y réfléchir, donc le mot Babel n'est pas innocent, c'est un mot qui est tiré de la Bible, du chapitre de la Genèse, donc le livre religieux des chrétiens. Je vais vous lire les 9 premiers versets de ce chapitre de la Genèse, donc le chapitre 11. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, les hommes, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Donc les fils des hommes ici, ça veut dire simplement les hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Donc confondons leur langage, ça veut dire changeons le langage de chacun afin qu'ils ne puissent plus s'entendre, qu'ils ne puissent plus se comprendre. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Donc ce qu'il est intéressant de voir ici, c'est que c'est un épisode extrêmement connu de la Bible, qui a influencé énormément de gens. C'est pour ça que je vous en parle. Il a influencé énormément d'artistes, énormément d'écrivains. Cette idée de la tour de Babel, c'est devenu un lieu commun, c'est-à-dire c'est un monument que les hommes ont voulu créer et qui était si haut que Dieu, l'Éternel ici, a pris cela comme un affront de la part des hommes, comme si les hommes voulaient concurrencer les dieux, comme s'ils voulaient se mesurer à Dieu en faisant la tour la plus haute du monde, et pour les empêcher de le concurrencer, pour les empêcher de faire ce qu'ils projetaient, de faire une tour qui monterait jusqu'au ciel, il a changé les langages, il a fait qu'il y ait plusieurs langues. Donc ça expliquerait l'origine des différentes langues, que tout le monde ne parle pas la même langue. Afin que toute l'humanité ne puisse pas mettre en commun ses efforts et réaliser des choses qui se mesureraient à Dieu. Donc le symbole de Babel, c'est le symbole d'une ville arrogante, qui se mesure à Dieu, qui défie Dieu, et c'est souvent mal vu. C'est-à-dire quand on dit une tour de Babel, c'est quelque chose où l'ambition des hommes est vue de manière négative. Elle veut se mesurer à Dieu, elle veut être meilleure que Dieu. Donc revenons à l'exemple de tout à l'heure. Nous avons ici un personnage qui prend le taxi et qui demande à aller à la nouvelle tour de Babel. Donc à se rendre dans la nouvelle Babel, la nouvelle ville de Babel. Ici, nous avons une pause dans la narration, une pause dans l'histoire, c'est-à-dire qu'on quitte le point de vue du personnage dont on suivait les aventures pour avoir une série de plusieurs plans qui nous présentent la ville de Babel, ce que c'est que cette ville. Sachant que depuis le début du film, on n'a jamais vu cette ville, on en a entendu parler,
Et on était dans une ville tout autre, qui était beaucoup moins moderne et beaucoup moins florissante. Ici, on se retrouve dans une grande ville, une grande cité, une mégalopole. Et on voit tout de suite que dès le premier plan, elle se caractérise par les grandes verticales, les grandes lignes verticales. C'est-à-dire qu'ici, nous avons les arêtes des bâtiments qui sont parfaitement verticales dans le plan et qui structurent le plan. Les pylônes des grands rails aériens qui elles aussi sont parfaitement verticales, voilà, à part une ici. Et puis les autres lignes que nous avons, ce sont celles justement de ces rails ou de ces routes, et on voit qu'elles traversent le plan de part en part dans plusieurs directions différentes, et on a l'impression ici d'un vrai réseau. Hein, donc cette ville, c'est une ville un peu tentaculaire, un peu comme la toile d'une araignée, qui développe ses tentacules dans toutes les directions, ses réseaux dans toutes les directions. Ce qu'on remarque aussi dans ce plan, c'est la présence d'une infinité de fenêtres, mais à travers lesquelles on ne voit rien, et elles sont toutes carrées, toutes les lignes ici, toutes les formes sont des formes géométriques avec des angles, et on n'a aucune courbe. Tout se présente sous la forme de lignes horizontales ou verticales. Donc ça donne l'impression de quelque chose d'assez inhumain, parce que la courbe c'est la vie, c'est l'humanité, c'est le visage, c'est la rondeur. Ici on a quelque chose de très moderne, et en même temps très déshumanisé. Et ce qu'on voit aussi, c'est que les êtres humains qui sont dans ce plan, on ne les voit pas en fait. On ne les voit que dans des engins, dans des véhicules, mais on ne voit aucun visage évidemment, il n'y a même pas une publicité avec des visages, tout est très désincarné ici. C'est l'architecture qui passe avant l'homme. Ici, l'ajout de ces rayons de lumière, je ne sais pas si c'est des rayons de lumière ou autre chose, on a l'impression vraiment que ce sont des rayons de lumière qui s'allument au passage du véhicule ici. Ça renforce ces lignes verticales, hein. C'est encore la verticalité du plan qui est renforcée ici. Et puis ça donne un côté grandiose à cette ville, hein, où des effets de lumière se produisent au passage de certains véhicules. Une espèce de gratuité de l'effet pyrotechnique impressionnant, qui montre la richesse de cette ville. Dans ce deuxième plan, pareil, on ne voit toujours aucun espace de ciel, et simplement des bâtiments, donc encore des structures extrêmement verticales. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que l'horizon est complètement bouché par les buildings. On ne voit rien d'autre que des buildings. Et toujours la même chose, le même principe, c'est-à-dire des routes qui barrent complètement le plan. Et qui montrent encore une fois qu'on est dans une ville où les transports sont extrêmement importants, extrêmement présents. Et vous voyez, tout type de transport, on a à la fois le train, des véhicules type voiture, des avions. Donc dans ce monde-là, les gens passent leur temps à voyager d'un endroit à un autre. Ensuite, un troisième plan où on voit cette fois-ci les voitures au sol, avec une préfiguration des bouchons modernes. On voit la densité de ces voitures, ici le nombre important de véhicules. Et toujours sur le même principe, on ne voit aucun visage, aucun être, et on arrive enfin à ce dernier plan, où cette fois-ci, au centre, hein, vraiment, apparaît la fameuse tour de Babel, qui est encadrée par des bâtiments. Elle apparaît au fond, en arrière-plan, mais c'est elle qui domine toute cette ville. Elle est à la fois le symbole de la puissance et de la démesure de cette ville immense. Hein, elle symbolise, comme nous avons vu dans le texte de tout à l'heure, une espèce d'ego de l'homme, de l'ambition de l'homme de dépasser les dieux et de concurrencer par la technologie, par la technique, par les grands bâtiments, par l'architecture gigantesque, par le gigantisme en tout cas, les dieux.
cet extrait nous montre une ville qui est extrêmement avancée du point de vue des techniques, puisqu'on voit des véhicules volants, on en voit énormément. On voit une ville aussi où les déplacements sont primordiaux, où tout le monde passe son temps à se déplacer, et où les gens sont entassés les uns sur les autres dans de grands bâtiments, donc avec une population extrêmement nombreuse, et une volonté de s'élever au-dessus des dieux. Voilà tout ce que cette ville nous permet de dire de ses habitants, c'est-à-dire qu'en un instant, en un clin d'œil, on voit déjà la démesure, l'arrogance des habitants et leur désir de puissance. Deuxième exemple, le Blade Runner de Ridley Scott, qui lui est sorti en 1982. C'est très inspiré de Metropolis, du Metropolis dont on vient de voir un extrait de 1927, mais les moyens pour créer des effets spéciaux sont tout autres. Hein. Ici, on est en 1982, donc on peut faire des villes extrêmement impressionnantes avec tout un tas d'effets spéciaux, avec les effets spéciaux qui sont à disposition, sachant que le réalisateur ici, Ridley Scott, est un maître des effets spéciaux et des effets visuels. Vous voyez, on a un plan qui rappelle ici Metropolis, c'est-à-dire on voit énormément de structures, de bâtiments. On a l'impression que c'est une ville extrêmement dense aussi. Hein. Il y a clairement eu de la surpopulation. On voit beaucoup de défauts qui commençaient à se profiler en 1982, mais qui sont accentués ici. Alors dans ce plan-là, hein, on voit que le nombre d'enseignes lumineuses est important. Hein. On a des lumières partout, c'est-à-dire c'est la nuit, mais c'est éclairé par des néons. Des publicités, des lumières, l'œil est tout le temps attiré par une espèce de publicité. Il y avait une critique hein, déjà à l'époque de cette pollution visuelle par la publicité, par les néons. Et là, on a un monde où cela est rendu de manière hyperbolique, de manière exagérée. On est la nuit, tout le monde a un parapluie, quasiment tout le monde a un parapluie. On est dans un monde un peu brumeux, on peut imaginer extrêmement pollué, et assez triste, assez terne. Les seules couleurs qu'on voit, ce sont celles des néons. Hein, les néons sont très colorés, toutes les publicités sont très colorées, mais les gens eux-mêmes sont habillés en noir, en gris, en bleu foncé, voilà, dans des teintes très très ternes. Donc c'est assez gris en fait, et la seule chose qui n'est pas grise, c'est la publicité. On voit des écrans partout, donc voilà, une généralisation des écrans, c'est bien vu. Et puis des plats tout faits, hein, ici. Voilà, signe de la modernité. Donc voilà une autre façon de présenter le futur, ici, vision très terne du futur, avec une sexualisation aussi des publicités, quelque chose qui a l'air un peu, voilà, ici des prostituées, quelque chose qui a l'air très terne, très gris, et une espèce de futur dystopique dans lequel on ne voudrait pas se retrouver. Enfin, je voulais terminer avec un exemple tiré du jeu vidéo, parce que les jeux vidéo s'inspirent aussi énormément des villes, que ce soit GTA, que ce soit Red Dead Redemption, ou tout un tas d'autres jeux qui vous laissent parcourir des villes immenses. Tous les jeux en open world fonctionnent sur ce système-là, que ce que la ville permet de faire, que ce que l'on peut faire dans la ville, et la ville rend compte d'un univers. Ici, c'est le cas avec Cyberpunk qui est directement inspiré du film Blade Runner et d'autres films de science-fiction.
On se trouve dans un monde futuriste, donc supposément en 2077, et vous allez voir que la ville a énormément de points communs avec les extraits qu'on a vus, soit de Metropolis, soit de Blade Runner. Vous avez des publicités et des néons partout autour de vous, et vous voyez, je vais m'arrêter un instant sur ce plan-là, que la ville est construite sur la verticalité, sur la superposition de bâtiments, d'étages, et que il y a des choses à voir au-dessus du sol, surtout au-dessus du sol. Même chose aussi en ce qui concerne la densité, énormément de piétons, de véhicules, des rails au-dessus des piétons, donc énormément aussi de modes de circulation, comme on avait dans Blade Runner et dans Metropolis. We've greatly enhanced our crowd and community system to create the most believable city in any open world game to date. The city's streets are bustling with crowds of people from all facets of life, all living their lives within a full day and night cycle. Donc ici, les développeurs vous disent que les personnages non joueurs vivent des cycles jour et nuit et s'occupent à chaque fois à des tâches différentes. Donc tout ça pour recréer un sentiment de réalisme, pour que vous ayez l'impression que cette ville est crédible et puisse exister réellement et que le joueur puisse exploiter toutes les possibilités de cette ville en se sentant dans un univers crédible, réel. Imaginez qu'il se retrouve dans le futur, qu'il voyage dans le futur. Okay, there's Jack. Voilà, on s'arrête ici. Donc ce que je voulais vous montrer ici, c'est que cette idée d'une ville tentaculaire immense qui s'exprime dans la verticalité, c'est pas une idée extrêmement récente, c'est une vieille idée qui date d'avant même 1927, parce que des écrivains en avaient parlé. On verra quelques extraits de ces choses-là. On a vu que dans la Bible même, il y avait une référence à cette idée que les êtres humains cherchent à construire leur ville sur les hauteurs, pour montrer la force technologique, et puis aussi parce qu'ils deviennent de plus en plus nombreux. Donc cette idée de la tour de Babel, c'est une vieille idée, et elle est encore exploitée aujourd'hui dans les jeux vidéo. Et ça va vous permettre peut-être de trouver votre idée d'une ville à décrire. Voilà. Donc voilà, en prenant appui sur tout ce qu'on a vu, vous allez devoir décrire, en 2 ou 3 paragraphes d'une dizaine de lignes, une ville du futur en évoquant ses bâtiments, ses routes, ses lumières, et la publicité s'il y en a. Vous pouvez vous inspirer de ce qu'on a vu, ou vous pouvez faire quelque chose d'extrêmement différent. Imaginez comment serait le futur, en partant des villes telles qu'elles existent aujourd'hui, et en imaginant un peu comment elles pourraient se développer, comment elles pourraient devenir. Est-ce que ce seront des villes extrêmement denses? Est-ce que ce seront des villes où il y aura très peu de monde? Est-ce que les bâtiments seront détruits, ou est-ce que les bâtiments seront immenses, ou est-ce qu'au contraire ce sera des petites maisons individuelles? Voilà, décrivez les maisons, décrivez les types de bâtiments, les différents types de structures, les routes, s'il y a beaucoup de circulation, peu de circulation, les lumières, les lampadaires. Pensez à décrire peut-être votre ville Pensez peut-être à décrire votre ville la nuit ou le jour, les différences. Qu'est-ce qui se passe quand il pleut? Évoquer la publicité s'il y en a, et comment elle se présente. Est-ce qu'elle est sous forme d'hologramme, ou est-ce qu'elle est sous forme écrite sur des panneaux? Voilà, essayez de décrire le plus précisément possible pour qu'on puisse s'en faire une image, hein, quasiment qu'on puisse créer des dessins à partir de votre description. Votre ville, la façon dont vous imaginez votre ville du futur. Si ça vous aide, vous pouvez déjà commencer à essayer d'en dessiner certains aspects, ou alors de regarder de nouveau les extraits que je vous ai présentés, de vous appuyer dessus, de voir ce qui ressort, comment vous le décririez d'abord à l'oral, hein. Essayez de décrire ce que vous voyez à l'oral, en listant les éléments peut-être sur une feuille, et puis, donc ça serait votre brouillon, et à partir de là, voir comment vous pouvez organiser votre récit. Alors c'est pas vraiment un récit, hein. Comment vous pouvez organiser votre description. Donc se trouve
on voit, on remarque, hein, évitez les il y a, mettez des on, on voit, on remarque, au-dessus des se dresse, etc. Apparaît, s'élève, voilà. Utilisez plutôt des verbes de mouvement, se dresse, s'élève, se situe, des verbes de perception, on voit, apparaît, ou des compléments circonstanciels à droite, à côté, au-dessus, etc. plutôt que il y a. Voilà pour les conseils, n'hésitez pas à m'en demander davantage sur Pronote. Bon courage!